Croyez-vous qu'une personne qui reçoit des fonds de Merck ou de toute autre société pharmaceutique devrait faire partie d'un comité consultatif qui porte des jugements sur les produits pharmaceutiques proposés par ces mêmes sociétés? Ou y voyez-vous un conflit d'intérêts? C'est difficile de répondre à cette question. Un instant, entendons-nous. Vous trouvez qu'il est difficile de répondre à cette question? Si quelqu'un reçoit un financement quelconque d'une société pharmaceutique et fait en même temps partie du comité consultatif qui approuve la mise sur le marché de nouveaux médicaments, vous n'y voyez pas de conflit? Les recommandations de vaccination sont faites de façon indépendante par l'Académie américaine de pédiatrie et par l'Académie américaine des médecins de famille. Ces recommandations sont pratiquement toujours en harmonie avec les recommandations du comité consultatif sur les méthodes de vaccination. L'industrie pharmaceutique est probablement le groupe de pression le plus puissant à Washington. Ensemble, le Congrès, la Chambre et le Sénat ont 535 membres en tout. Or, il y a plus de 600 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique à Washington. Ils sont très puissants. Ils donnent beaucoup d'argent aux deux partis politiques. Ils donnent beaucoup d'argent à des candidats individuels. Ils ne me donnent rien à moi. Mais ils en donnent beaucoup à divers candidats et ils font d'énormes pressions. C'est pourquoi il est très difficile de faire adopter au Congrès quelque chose que l'industrie pharmaceutique ne désire pas. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème vient de leur très grande influence auprès de la FDA, la CDC et du Centre de contrôle et de prévention des maladies. À cause de leur grand pouvoir, il est très difficile de faire changer les choses. Your child gets a shot or you go to jail. That Get Tough policy right now in Prince George's County, Maryland. Today is the deadline for parents to get their children state-mandated vaccinations. Prove they've already done it or possibly face up to 10 days in the joint. Hundreds of anxious parents showed up at the county courthouse today for on-the-spot shots. Officials call the policy a last resort. Critics say it goes way too far. Vous ne pouvez pas refuser parce qu'on va vous mettre en prison, vous arrêter, vous enlever votre enfant. On vous a prévenu qu'il pourrait y avoir de graves effets indésirables. Sauf qu'on ne peut pas parler de consentement éclairé si la vaccination est obligatoire. S'il peut y avoir un problème, alors il faut que l'usage soit facultatif. Là, on aura un consentement éclairé. Y a-t-il un droit plus important que le droit à l'autodétermination? Le droit de décider ce pourquoi on est prêt à risquer sa vie ou celle de son enfant? Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Allons-nous avoir droit à toute l'information juste sur les avantages et les risques des vaccins, sur les risques et les complications des maladies, et pouvoir ainsi prendre librement une décision éclairée sur les risques que nous sommes prêts à prendre? La Régie de la santé dit, avec raison, que pour eux, il faut que ce soit obligatoire, sinon les gens ne vont pas consentir. Je ne trouve pas cela approprié. Je trouve que la Régie doit nous fournir une information juste, en espérant que les vaccins s'avèrent assez bons pour que nous décidions tous de nous en prévaloir, parce que nous n'aimons pas les maladies infectieuses, mais on n'a pas le droit de nous y forcer, on n'a pas le droit de nous mentir. Les vaccins, comme les autres médicaments, sont susceptibles d'induire des effets indésirables et parfois des effets indésirables graves. Tant que ces effets indésirables graves restent quelque chose de rare, on peut accepter. Et au niveau des populations, je veux dire que l'acceptation au niveau individuel, c'est encore un autre problème. Et c'est vrai que lorsque vous avez en face un patient qui est en bonne santé, qui est vacciné et qui est l'objet d'un effet indésirable grave, ça sera extrêmement difficile de l'accepter au niveau de cet individu-là. Les vaccins ont des effets négatifs sur beaucoup plus de gens que ce que la Régie de la santé n'a jamais estimé. Pourtant, on continue d'adopter la position pseudo-morale de l'utilitarisme pour justifier de ne pas effectuer les études scientifiques permettant d'identifier qui est à haut risque,
qui, au plan génétique et biologique, risquent de souffrir de la vaccination et de ne pas être en mesure d'affronter une vaccination. On s'entête à dire « Oui, mais c'est le prix à payer. Certains en souffrent, mais c'est pour le bien de la majorité. » C'est pourquoi je m'oppose à l'argument utilitariste dans toute politique publique, parce que c'est une pente dangereuse. Combien de personnes peut-on sacrifier? 500? 5000? 500 000? Combien de personnes peut-on sacrifier au nom du bien commun pour protéger le public de la maladie? Cette logique du bénéfice-risque incite les organismes de santé à ne pas reconnaître que les vaccins puissent être responsables de séquelles graves. Pourtant, il arrive que les organismes de santé publique demandent aux groupes pharmaceutiques le retrait de certains vaccins en raison de la gravité de leurs effets secondaires ou parfois de leur simple inefficacité. Aujourd'hui, nous parlons d'autisme. Mais il y a un enjeu aussi important, ou même plus important, quant à la question de l'autisme, à savoir si le vaccin RRO et d'autres vaccins peuvent causer l'autisme, c'est-à-dire, les compagnies pharmaceutiques ont-elles une influence trop grande sur notre processus de prise de décision qui affecte chacune de nos vies? Voulons-nous qu'un enfant reçoive 9 vaccins en une journée? Voulons-nous que les enfants reçoivent 31, 32, voire 33 vaccins entre leur naissance et l'âge de 6 ans? N'est-ce pas un peu trop? Là est la question. La question me semble devoir être posée de la façon suivante. Les stratégies vaccinales, oui. Les questions de safety et de sécurité des produits de santé, également. C'est pas l'un contre l'autre. Il faut pouvoir développer les deux. Et on développera les stratégies vaccinales d'autant mieux et d'autant plus facilement, on les fera admettre d'autant plus facilement à la population générale qu'on garantit réellement une bonne surveillance et une bonne stratégie de prise en compte des effets secondaires. Il y aura toujours des effets secondaires. Mais plutôt que de les nier, il faut au contraire les affronter et aller au fond des choses, car ça va nous apprendre des choses sur comment fabriquer un meilleur vaccin, avec en minimisant toujours plus le risque inhérent aux stratégies vaccinales. Merci. Et t'avais dit aussi des légumes si tu faisais une soupe, non? Non. J'ai de la flemme en général. C'est bon? Alors Antoine. Si on commence à agiter les quelques centaines ou milliers d'accidents vaccinaux, comme les gens vont plus vacciner, ça va être terrible pour l'humanité, les maladies vont gagner du terrain, vont faire des dégâts énormes. C'est le discours qu'on a en face de nous. Est-ce que pour autant il faut accepter l'idée qu'on fait partie du 1 pour 1000 ou du 1 pour 100 000 qui doit être sacrifié pour le bien de la santé publique? Quand c'est les autres qui sont concernés, on se dit c'est déjà difficile quand ça nous tombe dessus. Comment réagir? Non, mais ce qui va, c'est qu'Aurélie, elle a le moral et puis elle nous donne aussi la force de passer au-dessus de tout ça, quoi. Et c'est sûr que c'est une dure épreuve, surtout on préférait que ce soit à nous que ce soit arrivé qu'à Aurélie qui a encore toute sa vie devant elle. C'est surtout ça qui est difficile à accepter, quoi. Je comprends pas. Non, c'est le fait qu'on n'en parle jamais en fait. Que là ça remonte d'un coup. Surtout Lionel, hein. Moi, oui. Si j'avais pas en fait l'aide de mes parents, ça aurait été super dur, quoi.